We call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'entendre Peter Lynch, c'est un investisseur populaire aux États-Unis. En fait, il parle entre autres de tout ce qui est correction et bear market qui peuvent arriver quand nous faisons de l'investissement et qu'il faut considérer cela comme une opportunité en fait sur les marchés. Donc c'est vrai qu'en ce moment on entend partout de crash boursier à droite et à gauche sur des articles sur YouTube, un peu partout. Donc ça va être un petit peu le sujet aujourd'hui de la vidéo. Nous allons regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement sur les marchés. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors, donc nous allons regarder un petit peu d'un point de vue technique pour commencer au niveau du S&P 500. Donc, je suis sur l'indice le plus représentatif de l'économie américaine. Et donc là, on peut voir en fait, vous voyez ici, en partant donc après la chute de 2000 et donc en traçant une trendline pour aller toucher un petit peu, vous voyez, les plus hauts de 2018 qui a été testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc testé à plusieurs reprises et nous avons finalement cassé vraiment ce niveau-là, ce qui est signe normalement quand même assez bullish techniquement parce qu'on est allé tester plusieurs fois et finalement on a réussi à casser au-dessus. Donc ça c'est un premier fait technique. C'est un petit peu, vous voyez ici par exemple, donc là on avait, là on avait plus un triangle à cette époque-là. Qui une zone de compression et finalement on a cassé et là on était parti pour un long run. Alors ça voulait pas dire forcément, vous voyez, qu'on faisait des nouveaux plus hauts, que c'était fini, hein, parce que comme vous pouvez constater, entre 95 et 2000, il y a eu 5 ans ici à faire des nouveaux plus hauts continuellement. C'est un petit peu aussi qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez ici, après avoir cassé les plus hauts de 2007, avant la crise financière et 2000, la bulle technologique, nous avons cassé ces niveaux-là et nous avons continué à faire des nouveaux plus hauts. Il en était de même ici. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on casse un nouveau plus haut que ça va s'arrêter là. Ça peut aussi être un signe quand même de momentum assez important. Donc ça c'est au niveau donc du S&P 500. Donc là c'est vrai que on a cassé vraiment ce niveau ici qui était quand même assez important à long terme, à très long terme. D'ailleurs on peut voir que pendant cette période ici, hein, nous avons eu un VIX qui restait pas mal élevé. Comme vous pouvez voir, donc vous voyez si par exemple je retourne bien avant la crise, on va aller retourner ici. Vous voyez ici en fait en 2018, on a commencé un petit peu à garder un VIX élevé. Donc c'est-à-dire qu'on avait un plancher qui se trouvait plus vers 11-12 par rapport à ce qu'on avait l'habitude fin 2017 à avoir, c'est-à-dire vers les 9. Donc là on sentait un nouveau plancher. Au niveau du VIX et on est resté dans cette zone ici de vraiment cette zone du VIX assez longtemps, ce qui se reflète un petit peu sur le S&P 500. Tout ici on est resté dans cette zone là, donc on a pas mal stagné dans cette zone et finalement on a fini par casser tout ça et là on peut voir que le VIX pour l'instant est toujours sur une pente descendante. Alors dans cette pente descendante il y a bien évidemment des corrections et il y a des vous voyez ici des replis. Alors là, vous pouvez voir, à chaque fois, on a des corrections ou des replis. Et donc là, on est en bas on est en train de tester le bas de ce canal ici. Alors, pour l'instant, on reste quand même encore dans une pente descendante. Contrairement à ici, où, vous voyez, ça rangeait pas mal sur les indices. Gros range, hein, bien évidemment, avant d'avoir une petite, vraiment une correction assez importante. Et il en était de même d'ailleurs... comme vous pouvez constater, vous voyez, en 2007, avant d'avoir vraiment le crash boursier ici,
on avait un VIX qui était quand même resté assez élevé, hein, donc on restait sur un niveau plancher assez important. On sentait que il y avait quelque chose peut-être qui s'en venait à ce niveau-là, on avait une pente ascendante. Et donc voilà, donc là après il y a eu le crash et puis là on a commencé la pente descendante. Et comme je dis, dans la pente descendante, nous avons des pics. Et chaque pic est une opportunité de rentrer de nouveau sur les marchés à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, on est encore sur la pente descendante et chaque pic, donc un pic assez important, admettons si on retourne vers ici, 24-25, ça peut être une opportunité de renforcer sur les marchés. Donc là, c'était d'un point de vue technique. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les corrections et les bear markets, ça fait partie de l'investissement. Il ne faut pas forcément toujours en avoir peur ou être pessimiste par rapport à ça, parce que cela donne des opportunités. Alors, comme on peut voir, par exemple, ici, je vais juste, voilà. Ici, vous pouvez voir, en fait, depuis 1946, le nombre en fait de bear market que nous avons eu. Donc là vous avez eu 12 bear market. Je vais rajouter parce que là il n'y a pas celui de 2020 qui est là. Donc en fait on a eu 13 bear market en espace de à peu près 74 ans. Donc ce qui donne à peu près quoi? On va regarder ça tout de suite. Alors si on fait par exemple 74, oups, marche pas. 74 divisé par 13. Donc on a à peu près un bear market, hein, comme vous pouvez voir, à peu près tous les 5 ans, soit 0,69. Donc ça c'est une moyenne, hein, à peu près on va arrondir ça à peu près à tous les 6 ans. Et c'est pareil, nous avons des corrections. Vous voyez, on a eu 26 corrections depuis 1946. Donc je vais rajouter celle de 2020. Puisqu'on en a eu aussi une 2020, donc ça fait 27 corrections en 74 ans, donc 74 divisé par 27. Nous avons une correction à peu près tous les 2 ans, 3 ans, 2 ans et on va dire 7 mois, donc à peu près on va dire tous les 3 ans, entre 2 ans et 3 ans. Donc là on vient juste d'avoir une correction vraiment assez importante en 2020 qui est aussi un bear market, hein. Donc, parce que là, on parle de correction avec une moyenne de 13%. Donc, il y en a, ça existe, bien évidemment. Il y en a à peu près tous les 2 ans ou 3 ans. Et pour les bear markets, on en a un à peu près entre tous les 5 et 6 ans. Donc là, vous pouvez voir qu'on vient d'en avoir un actuellement, vraiment en 2020. Donc on en sort juste, ça fait 1 an, donc on ne va pas avoir des bear markets tous les 3 mois bien évidemment, il faut être quand même assez conscient de ça. Et en fait il faut voir ça comme des opportunités, parce que lorsque nous avons un bear market, ça peut être des opportunités à long terme, acheter des bonnes sociétés, ça peut être des très bonnes opportunités. D'ailleurs on peut voir, vous voyez ici, vraiment en fait, la durée après un bear market, une récession ou un crash, ça dépend, on peut voir en fait à chaque bottom le temps que ça a mis, vous voyez en moyenne à peu près, combien a duré le bull market suivant. Donc là, on peut voir par exemple après la grande récession en 1932, le bull market a duré à peu près 57 mois. Donc 57 mois, hein, si vous calculez, ça fait combien de temps? 57 divisé par 12, ça fait à peu près 4 ans et demi. Donc voilà. Et on a fait à peu près 320% à partir de la grande récession. Donc là, on peut constater que vous voyez, c'est quand même, ça se fait pas. Bon là, 2020, c'est parce que le graphique date de 5 mois après 2020, donc il y a encore marqué 5 mois. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 12 mois. Donc là, vous voyez, en général, le minimum qu'on a eu, c'était quoi? Là, vous avez eu 31 ici, 31 ici, ce qui fait plus de 2 ans et demi à peu près. Pour vraiment, comment dire, un bull market les plus courts. Donc là, vous avez eu 2 ans, plus de 2 ans. Donc là, ça fait même pas 1 an. Donc ça, c'est à prendre aussi en considération, hein, ça n'arrive pas non plus tous les ans, donc ça aussi, il ne faut pas non plus s'en inquiéter tout le temps. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on en voit beaucoup ce type de graphique pour nous dire si le marché est surévalué, sous-évalué ou dans une zone fair value, c'est-à-dire vraiment à juste prix, on va dire ça comme ça. Et donc là, on peut constater qu'on est deeply overvalued, ce qui veut dire profondément surévalué. Et que généralement dans le passé, quand on s'approche du très surévalué, comme
avant la crise du Covid ou avant 2008 ou la bulle Internet, vous voyez, on était dans une zone vraiment proche du très surévalué. Là, on est vraiment dans le deeply overvalue. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans le contexte aussi. Il faut savoir que vraiment le marché, il y a beaucoup de titres de croissance qui sont surévalués sur le marché. Donc, ça peut aussi un petit peu faker les chiffres ici maintenant. Il faut savoir aussi que le taux d'intérêt est au plus bas. Donc le taux d'intérêt n'est pas le même taux qu'il y avait en 2000 ou en 2008. Hein. On peut voir, c'est à peu près 2 ou 3 fois moins élevé. Donc c'est vrai que ça peut pousser un petit peu plus le marché aussi. Comment dire, par rapport au taux d'intérêt, c'est pas forcément surévalué de manière très importante. Il faut voir aussi qu'on a eu vraiment une politique monétaire beaucoup plus poussée ici. On peut voir que les injections sont de plus en plus importantes. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui font en sorte que actuellement c'est deeply overvalued, donc profondément surévalué. Alors comme je dis, faut pas non plus comment dire, s'inquiéter tout le temps. Voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'un marché va corriger de 20 ou 30 ou 40 ou 50%. On ne sait pas quand est-ce qu'une bulle, par exemple, comme en 2000, va s'arrêter. Hein, parce que vous voyez, par exemple, on va regarder vite fait. Vous voyez, est-ce que c'est vraiment comparable par rapport à 2000 Là, vous voyez, par exemple, on a eu une grande variation ici. D'ailleurs, on peut voir au niveau du degré par rapport au breakout ici, on a eu 223% en à peu près, donc là on peut le voir, voyons donc, en 1855 jours. Donc là, on avait à peu près, donc ouais, c'est ça, 250% en 1855 jours. Là, actuellement, si on prend le breakout ici, ou même, admettons, on va prendre vraiment au bottom ici, on n'est même pas à 200 et quelques pourcents. Vous voyez, on est à 63% sur 395 jours. Donc on n'est pas vraiment dans la même configuration graphique, hein, je parle là d'un point de vue technique qu'en 2000. Enfin, pour moi, on n'est pas forcément dans la même configuration. D'ailleurs, quand vous voyez, hop, ici, si on fait à peu près un average médian ici, vous voyez, quand on revient sur du très très long terme, comme ça, voilà. Si on fait un average médian, vous pouvez constater ici, là on est allé pousser très haut, hein, on peut voir à peu près, même, je peux même mettre l'average médian beaucoup plus bas, hein, c'est pas grave. Voilà, ici. Donc là, vous voyez, vraiment, on avait un espace entre ici et la trendline qui était quand même assez important. Et là, vous voyez, on n'est pas forcément dans le même niveau exact. Donc voilà, donc ça se peut que ça corrige, mais il ne faut pas non plus toujours être pessimiste, il faut juste être préparé à une éventualité. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes sorti ici en 96, ben voilà, après vous avez loupé pratiquement 200%, et pourtant ça a continué, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est très délicat de définir vraiment la fin d'une bulle. Honnêtement, pour l'instant, on est en plein recovery sur le marché est en train de pricer une grande reprise économique, parce que là, on peut le voir, hein, on a une reprise, le taux d'inflation augmente, ce qui est positif par rapport au fait que l'économie reprenne. Au niveau de l'emploi, vous voyez, généralement, les crises, vraiment, on passe par un plein emploi généralement. Là, on n'est pas vraiment dans un plein emploi. Comme vous pouvez constater, on n'a même pas retrouvé un niveau, je sais pas, un niveau post-2008 ou un niveau post-2019 avant le Covid. Là, on est encore en train de travailler dessus, donc ça prend du temps. Après ça, aussi, ce qui est intéressant de noter, là, c'est tout ce qui est le pourcentage net, vraiment de comment les banques resserrent vraiment comment dire, leur politique par rapport aux prêts, par rapport pour les larges et petites capitalisations. Donc là, on peut voir que généralement, avant les crises, on passe en dessous de ce médian ici, 0, et après on a une tendance haussière. Là, on n'est même pas repassé en dessous et retendance haussière. Donc là, on peut le voir aussi qu'on n'est pas vraiment repassé on n'a pas
restabiliser dans toute l'économie globale. Le taux d'emploi est encore ici même pas au niveau pré-Covid. Ici c'est pareil, on n'est même pas passé par la barre en dessous de zéro. On est même pas en full recovery, on parle d'un full recovery à la fin de l'année. Donc là, on peut voir au niveau des prévisions, par exemple de Goldman Sachs, on peut voir donc, vous voyez ici, d'ici 2021, la fin 2021, 4300 sur le S&P 500 et 2022, 4600. Donc ça, ce sont des prévisions qui sont faites par rapport vraiment au price earning forward et aussi par rapport donc au PIB, la croissance du PIB, la croissance économique. Donc là, on peut voir qu'ils sont quand même assez positifs par rapport à ça. Cela ne veut pas dire que ça va tout droit comme ça. Hein. On sait tous que ça va jamais tout droit comme ça. Entre-temps, il y a quand même, vous voyez, des replis ici. Et comme je disais, oui, le marché actuellement est peut-être, vous voyez, deeply, profondément surévalué. Mais voilà, ce qu'il faut noter, c'est que, comme on disait, il y a aussi les taux d'intérêt qui sont très bas. Donc, est-ce que vraiment, vous voyez ici, les taux, ils sont quand même assez bas. On ne peut pas comparer ça à, voyez, à l'époque de 2000 où c'était 4 fois plus haut, ou à l'époque donc de 2007 où c'était 3 fois plus haut. Donc voilà, il faut prendre les choses aussi dans ce contexte. Est-ce que le marché des actions est vraiment surévalué par rapport à d'autres marchés, donc par rapport aux obligations ou autres. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte à ce niveau-là, mais d'un point de vue vraiment très global au niveau macroéconomique, pour l'instant, on n'est même pas au full recovery. Donc là, c'est vrai qu'on a surévalué le marché à très court terme parce qu'on a eu un effet vraiment spéculatif qui est arrivé pendant la chute, après la chute du marché, qui fait que le marché a repris très rapidement, alors que d'habitude, tout ce qui est vraiment lorsque monsieur et madame tout le monde viennent sur les marchés pour trader, c'est plus en fin de cycle. Et là, c'est vrai que c'est arrivé vraiment après et du coup ça a poussé le marché très haut. Donc voilà, donc c'est pas exactement le même contexte que dans le passé. On peut pas vraiment comparer exactement la même chose. Là, tout ce qu'on sait, c'est que ça peut être surévalué, mais par rapport au taux d'intérêt, on reste correct. On peut dire aussi que il y a beaucoup aussi de titres de croissance par rapport à avant. On peut dire aussi qu'une grosse partie de la valorisation aussi est sur les FANG. Les FANG sont pas forcément très surévalués, ils sont pas surévalués de 300 ou 400%, donc c'est pas du deeply overvalue. Voilà. Donc il y a plusieurs choses à vraiment remettre dans ce contexte ici. Et comme je disais, vraiment, ça, c'est des opportunités, il ne faut pas voir ça négativement. Si ça corrige de 10%, comme je disais, si on a le VIX qui pop vers ici, moi honnêtement, je vais renforcer mes positions pour éventuellement reprendre dans la chute. Ça reste des opportunités, tu rachètes des bonnes sociétés et donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a une correction? Alors il y a différentes façons de pouvoir faire face à un marché vraiment, par exemple, un crash boursier. C'est que déjà, actuellement, par rapport aux positions que vous avez, c'est de remonter vos stops. C'est-à-dire, ben là, si vous avez actuellement, vous avez pris vraiment, vous êtes venu comme la majorité en avril 2020, ben voilà, vous montez votre stop quelque part et comme ça, vous protégez, vous sécurisez vos gains. Donc, vous mettez un plan de sortie vers ici ou vers ici, peu importe, mais vous prévoyez un plan de sortie, vous sécurisez vos gains. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Après, la deuxième chose, mais ça demande vraiment un peu plus de maîtriser vraiment plus activement et professionnellement, vous pouvez hedger. Alors, hedger, il y a plusieurs façons de hedger, avec des options, avec des futurs, avec des trackers inverses. Il y a plusieurs façons de pouvoir hedger, mais c'est un petit peu une pratique un peu plus dangereuse parce qu'il faut savoir maîtriser les produits en contrepartie. Sinon, l'autre chose aussi que beaucoup de portefeuilles, gros portefeuilles gestionnaires de portefeuilles font, généralement, c'est des rebalancements à la fin de cycle vers des cycles beaucoup plus défensifs. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez XLP et que vous comparez au S&P 500, donc XLP, c'est la consommation de base. Donc là, quand je dézoome, vous pouvez voir que pendant les crises, enfin pendant les chutes des marchés, en fait, il y a la consommation de base qui superforme le S&P 500. C'est-à-dire qu'il va baisser aussi, attention, hein, sur un marché baissier, il y a tout qui baisse, mais là actuellement, enfin il y a tout qui baisse. Vraiment, quand on est dans un gros crash, il y a tout qui baisse, mais
par exemple, le secteur de la consommation de base va baisser moins que le S&P 500 en général. Donc des fois, voilà, à la fin des cycles, il y a potentiellement comment dire, on va acheter beaucoup plus de secteurs défensifs. Il en est de même, par exemple, pour le secteur des services publics. Comme vous pouvez constater, vous voyez ici, ça a superformé le S&P 500, là aussi, hein, et là on peut voir aussi, donc à peu près, bon c'était léger, mais quand même ça a un petit peu superformé. Sinon après, pareil, XLV par rapport au S&P 500, ça c'est le secteur de la santé, et là en fait on peut voir que, vous voyez ici, et ici, à chaque fois, ça a superformé le S&P 500. Alors quand je dis superformé, c'est juste que ça n'a pas forcément été positif non plus, mais sauf que de vous retrouver à moins 50%, vous vous retrouvez à moins 30% ou moins 35%. Donc voilà, ça ce sont différentes façons de pouvoir manager plus activement son portefeuille. Ce qui est le dollar cost average, c'est une autre façon de faire. En fait, c'est pas forcément la meilleure façon, mais en fait, l'avantage du DCA, c'est-à-dire le dollar cost average, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire en fait acheter pour un même montant tous les mois le marché sans forcément s'appuyer sur du timing, mais plus prioriser tout ce qui est le temps sur les marchés par rapport au timing. Donc là, on peut voir que le DCA par rapport à lump sum, c'est vraiment quand on fout juste une grosse somme d'un coup, mais qu'on ne fait pas des fréquences à tous les mois. Donc là, on peut voir que le DCA, le fait de faire une moyenne, ça vous permet en fait donc d'avoir moins de chute par rapport. En fait, ça superforme, par exemple, le fait que vous mettez une somme d'argent d'un coup, ça le superforme pendant les périodes de crise. Donc là, vous pouvez le voir ici, enfin, crise, récession ou crash boursier. Hein, donc là, vous pouvez le constater que ça superforme le fait de mettre une seule somme d'argent. Donc parce que ça prend le prix moyen et ça prend pas juste un seul prix. Donc le fait de faire une moyenne de prix, ça superforme le fait de mettre une seule somme d'argent. Donc c'est une façon aussi de contrer un petit peu les crises. Alors, il y a l'autre chose aussi qui est très répandue, surtout lorsqu'on fait vraiment plus de l'injection active de portefeuille, c'est d'acheter des obligations aussi en période pour contrer en fait les actions et donc la perte de performance sur les actions durant un temps de crise. Donc là, on peut voir les obligations, par contre, eux, ils ont vraiment une performance plutôt positive lors des crises. Donc là, on peut le voir ici aussi, une belle performance au niveau des obligations, mais même quand on le compare par rapport au S&P 500, vous pouvez constater ça superforme de manière assez intéressante le S&P 500. Donc ça permet aussi de modérer vraiment la chute de votre portefeuille si vous êtes concentré en actions. Donc c'est sûr, si vous n'êtes pas forcément concentré en actions, c'est pas forcément utile. Mais si vous êtes concentré en actions, lorsqu'on arrive sur certains cycles, c'est bien d'acheter des obligations pour protéger un petit peu plus ou hedger avec du dollar aussi, acheter un petit peu de la valeur refuge au niveau du dollar aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.